Et bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Bon, Jean-Baptiste, salut Eddy. bienvenue à tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Alors je dis hebdomadaire, mais peut-être que vendredi prochain avec les ponts et autres, il n'y aura pas de live, mais en général tous les vendredis midi à 13h, c'est le live de Woodunit. Et comme vous le savez, si vous nous suivez, eh bien on parle de WordPress exclusivement, mais aussi de sujets qui sont autour de WordPress. On peut parler technique, on peut parler commercial, et aujourd'hui on va parler audit. Donc, Jean-Baptiste, je te laisse éventuellement te présenter, même si quasiment tout le monde te connaît, et nous expliquer de quoi tu vas parler aujourd'hui. Moi, c'est JB Audras. Je suis le directeur technique de l'agence Woodonit et également, du coup, responsable qualité. Et aujourd'hui, du coup, on va parler audit. Alors, pour celles et ceux qui étaient au WordCamp Paris 2018 de mémoire, j'avais fait une présentation, une conférence sur l'audit de site WordPress. Je vais un peu faire la suite quelque part aujourd'hui pour expliquer un petit peu comment cette activité elle a évolué dans le temps chez nous. Pour donner un petit peu quelques éléments de contexte, à la base, nous, les audits, c'était surtout des pré-audits avant de récupérer le site en maintenance. Donc, c'est une sorte d'audit qu'on a beaucoup pratiqué, hein. On a fait plus de 200 audits. J'ai compté il n'y a pas très longtemps. En tout, moi, j'ai fait 250 audits chez Woodonit de sites internet. Donc, j'en ai vu des sites, des beaux et des moins beaux, et des sécurisés et moins sécurisés également. Et en fait, donc, ouais, plus de 200 audits préalables à la récupération d'un site en maintenance, mais depuis maintenant plusieurs années, en fait, on a diversifié cette activité d'audit pour proposer en fait des audits, des prestations d'audit typiquement, voilà, de plusieurs types. Je vais vous présenter ça dans pas très longtemps. Et tout ça pour aboutir aujourd'hui en fait à la création d'une activité à part entière hein, chez Woodonit qui sera du coup qui concernera le conseil et la réalisation d'audits de sites qu'on a réalisés ou non, qu'on maintient ou non, etc. La spécificité, c'est que tous les audits qu'on réalise, forcément, portent sur des sites propulsés par WordPress. Voilà, et puis je ne vais pas trop en dire plus, mais histoire de vous donner un peu quelques spoilers, cette activité pour l'instant est rattachée à Woodonit, mais potentiellement peut avoir vocation à devenir une entité séparée. Dans tous les cas, on va sortir un site internet d'ici juin, a priori, qui montrera toutes nos prestations. D'ici là, d'ici juin, on a déjà une petite page sur le site qui présente nos prestations d'audit. Voilà, Eddy vous la met en lien ici et qui présente du coup les prestations qu'on réalise. Alors, je vous propose du Alors, coup de je passer au profite plan. juste de ce petit Oui, blanc, vas-y. ouais, de ce petit blanc pour rappeler les règles. Enfin, il n'y a pas de règles, mais Bah vous oui. êtes en direct sur le chat. Voilà, donc n'hésitez pas à dire faire coucou, tout simplement, ou poser vos questions. Je regarde les questions sur le côté, je les mets de côté, soit je les pose directement à JB quand c'est le bon moment, ou sinon on attendra la fin pour poser toutes ces questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, même si on n'y répond pas tout de suite, je les mis de côté, ne vous inquiétez pas, donc n'hésitez pas. Voilà, je te relaisse la parole, JB. Parfait, super. Merci Eddy d'avoir rappelé les règles du jeu. Alors du coup, j'en étais en fait à vous parler en fait des différents types d'audits qu'on fait chez Woodonit. Alors bien sûr, tout ce que je vais vous montrer, c'est plutôt un retour d'expérience sur ce qu'on fait chez Woodonit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres façons de faire ou d'autres choses qu'on peut faire. En tout cas, nous, c'est ce sur quoi on se positionne et ce sur quoi on a surtout beaucoup d'expérience en fait. Donc, les différents types d'audits qu'on réalise, d'abord, il y a le pré-audit qui est préalable à la récupération d'un site en maintenance. C'est quelque chose que j'ai mis en place dès 2017 plutôt, chez Woodonit, et qui est en fait finalement un passage obligatoire, c'est-à-dire que pour tout site, toute personne qui nous sollicite pour potentiellement récupérer son site en maintenance, on fait passer le site par un pré-audit. Et ce pré-audit, du coup, il est obligatoire et il va donner lieu finalement à l'établissement de priorités, par exemple, enfin, d'éléments du coup à prioriser, de corrections à prioriser, etc., etc. Et ça nous prépare finalement à la récupération du site en maintenance. C'est ça que j'ai présenté lors de la conférence au WordCamp Paris 2018. C'était vraiment ce type de pré-audit. Ensuite, derrière, on s'est mis petit à petit, au fil des années, à proposer d'autres types d'audits. Il y en a un typiquement qui ressemble un petit peu au pré-audit en termes de contenu. Je reviendrai sur le contenu un petit peu après. Qui ressemble au pré-audit en termes de contenu, mais qui va un peu plus loin. C'est ce qu'on appelle le bilan de santé annuel. C'est un audit en fait qui permet en fait tout simplement de récupérer en fait un ensemble de critères, de thématiques. Alors ici, nous, on a 7 thématiques. Je vais vous les donner. Et qui permet aussi d'ajouter un peu des thématiques supplémentaires éventuellement.
Et ce bilan de santé annuel, finalement, c'est quelque chose qu'on fait pour typiquement les sites qui sont un peu critiques ou alors sur lesquels il y a beaucoup d'évolution. Et ça permet de s'assurer finalement que le site a évolué de façon cohérente, structurée et qu'on n'a pas, il n'y a pas eu de régression, enfin, ça n'a pas entraîné de régression. Ça peut être sur des sites qu'on maintient chez nous et qui ont vraiment voilà, une très grosse dynamique d'évolution, ou ça peut être ou qui ont connu par exemple l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité dans l'année. Typiquement, ça peut être bien de faire un bilan de santé à la fin d'année pour vérifier du coup que tout a été implémenté de façon cohérente, que le site se comporte bien, etc. Dans les thématiques qu'on retrouve dans le pré-audit ou dans le bilan de santé annuel, on en a 7. Donc ces thématiques, c'est le cœur de WordPress lui-même. Est-ce qu'il a été modifié? Est-ce qu'il y a des problèmes par rapport aux mises à jour, par exemple, typiquement, ce genre de choses? Est-ce que ça va être aussi le thème WordPress, donc qui est implémenté, enfin, ou les thèmes, hein, s'il s'agit notamment d'un multisite? On va avoir du coup une étude des extensions qui sont installées. Est-ce que les extensions sont pertinentes? Est-ce qu'elles sont à jour? Est-ce qu'elles sont toujours en activité, etc. On va avoir en fait ensuite 4 thématiques qui sont plus transversales, qui sont les thématiques de la sécurité. Donc, est-ce que le site est sécurisé d'une manière générale? La thématique du SEO. Alors ici, nous, on n'est pas des spécialistes SEO stratégiques. Donc, c'est vraiment en fait une checklist SEO technique qui se rapporte un petit peu à la checklist qui est utilisée par Lighthouse pour ces checks SEO. C'est Donc, plutôt c'est quand même les relativement erreurs. On limité, check les erreurs. c'est une tendance. Pardon. Voilà, on check les erreurs qui sont les plus, on va dire les plus classiques, quoi. Ensuite, du coup, il y a une analyse des performances, mais qui est très réduite et qui est vraiment purement quantitative, hein, voilà, qui repose sur les Web Vitals. Et puis, enfin, on a une thématique RGPD, vérifier que le site est toujours conforme, notamment s'il y a des nouveaux formulaires qui ont été créés, s'il y a des nouveaux cookies qui ont été ajoutés, etc., que le site est toujours conforme à la réglementation. Donc ça, c'est les 7 thématiques qu'on retrouve dans le pré-audit et dans le bilan de santé annuel. Sachant que dans le bilan de santé annuel, en fonction en fait, des objectifs du site, par exemple, s'il y a des objectifs de conformité en termes d'accessibilité, ben, on va ajouter en fait, une thématique accessibilité au bilan de santé annuel. Mais on ne va pas forcément le faire systématiquement. Voilà, pareil, il y a quelque chose qui peut parfois en fait, être intéressant d'ajouter dans le bilan de santé annuel, c'est une étude des performances du back-office. Parce que souvent, en fait, avec l'ajout d'extensions, etc., le site en front, du coup, continue de s'afficher rapidement parce qu'il y a de la mise en cache, etc., de l'optimisation. Mais par contre, en back-office, on peut avoir un back-office qui devient beaucoup plus lent. Et ça peut être bien d'ajouter ça au bilan de santé annuel aussi. Je continue sur les types d'audits. Ça, c'était vraiment les 2 audits génériques où on retrouve plein de thématiques à l'intérieur. Ensuite, on a les audits spécialisés. Le premier, c'est l'audit de sécurité. On fait ça pour 2-3 clients aujourd'hui, donc c'est pas énormément de monde qui est concerné, mais voilà, on les fait de façon régulière. Généralement, c'est des audits qui sont annuels ou biannuels. Et dans cet audit de sécurité, tout simplement, on va vérifier est-ce que le site respecte les standards industriels de sécurité, est-ce qu'il est à l'épreuve des attaques cyber, etc., etc. Ensuite, dans les autres types d'audits, on a l'audit de performance. C'est tout simplement un client qui vient nous voir, qu'on ait le site en maintenance, que son site soit en maintenance chez nous, ou alors que on n'est pas le site en maintenance. Parfois, on ne connaît pas du tout le site. Hein, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est pas nous qui le maintenons, mais on a des gens qui peuvent venir nous solliciter pour ça. Tout simplement, mon site est lent. Qu'est-ce que je dois faire voilà, avec la déclinaison pour les performances et qui existe de plus en plus, et je le disais tout à l'heure, l'audit de performance back-office. Et donc, de plus en plus, quand on fait un audit de performance, on fait les deux, à la fois front et back-office, parce que c'est une vraie demande, en fait, de la part des clients qui ont un site depuis 3-4 ans et qui commencent à être très lents en back-office. Et ça permet, en fait, d'étudier, du coup, les sources de ces lenteurs et de pouvoir les corriger. Ensuite, on propose, mais c'est quelque chose d'assez rare et je ne veux pas beaucoup en parler parce que ce n'est pas moi qui fais ces audits-là pour le coup, des audits UX, UI ou de parcours sur le site. C'est des choses, du coup, c'est vraiment, voilà, mon site ne convertit pas, par quoi je peux commencer pour améliorer les choses. C'est quelque chose sur lequel moi, je suis beaucoup moins spécialisé et voilà. Et puis ensuite, on a toute la variété des audits de conformité par rapport à un référentiel. Donc, généralement, on va avoir 2 surtout grandes catégories. C'est l'audit d'accessibilité par rapport au RGA, au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Et puis, le référentiel d'éco-conception, le RGESN, le référentiel général d'éco-conception des services numériques. Et puis, on peut ajouter en fait quelque chose qu'on ne propose pas de façon publique aujourd'hui encore, mais on aimerait bien le faire. C'est l'audit d'assurance qualité générale en utilisant les critères d'Opquast directement pour auditer.
C'est quelque chose qu'on ne propose pas encore, mais parce que c'est assez rare et on n'est pas sûr qu'il y ait un marché spécialement là-dessus, mais on va peut-être essayer voilà, de lancer ça aussi, parce que ça peut être intéressant. Ensuite, je voulais parler un petit peu de la méthodologie d'analyse et des standards qu'on peut utiliser pour auditer. Alors, suivant le type d'audit, déjà, les outils qu'on va avoir à notre disposition, ils vont varier énormément. Typiquement, si je prends le dernier cas de figure que j'ai présenté, c'est les audits de conformité par rapport à un référentiel. Bah là, l'outil principal, évidemment, c'est le référentiel et sa méthodologie, parce qu'un référentiel contient toujours une liste de critères, mais aussi une méthodologie de test en fait de ces critères. Et donc bah, là, pour le coup, on utilise ce qui est à notre disposition. Et donc, bah, ça commence par un échantillonnage. Alors, l'échantillonnage, c'est très important pour le RGESN et les RG2A. C'est qu'on va faire une sélection en fait, d'écrans qu'on va auditer. On ne va pas auditer tout le site. Hein. S'il y a 200 articles, on ne va pas auditer chaque article. On va prendre tout simplement en fait, des écrans qui sont représentatifs de l'ensemble des pages du site. Donc là, le nombre d'écrans, et finalement, ça va déterminer aussi le coût de l'audit par la suite. Le nombre d'écrans est très variable d'un site à l'autre. On va dire que sur un site WordPress, vitrine, on va dire assez statique, typiquement, je prends le site whodunit.fr, par exemple, je vais prendre la page d'accueil, je vais prendre une page qu'on appelle page service, c'est-à-dire une page de contenu clé finalement du site. Voilà, on appelle généralement ça page service. On va prendre une page de contenu type, par exemple la page de mention légale, ce genre de choses, où vraiment on va avoir du contenu texte plus basique, on va dire. Ensuite, on va prendre une page d'archives, donc une liste d'articles, par exemple, une page d'articles seul, hein, enfin de publication seule. Et puis ça, on va le multiplier par autant de CPT, de custom post type qu'on a dans WordPress, avec la page d'archives à chaque fois et la page d'articles seul. Donc ça peut vite monter suivant la complexité du site, le nombre de pages dans l'échantillon. Bien évidemment, si deux pages d'archives, par exemple l'archive des articles et des événements, où les singles, donc les pages d'articles, de publication seules des articles et des événements sont très très similaires, on peut regrouper ça en se disant ok, c'est la même chose. Il faut quand même faire attention parce que par exemple dans un agenda, enfin une page de liste d'événements, on va avoir des dates de début, dates de fin qu'on n'a pas forcément dans la liste des articles. Donc voilà, il vaut mieux en fait justement avoir plus que pas assez. Par contre, ça augmente évidemment le temps passé et donc le prix de l'audit. Ça implique de connaître, Voilà. pardon, ça implique de connaître Ouais. quand même pas mal le site parce qu'il peut y avoir des fonctionnalités parfois cachées. Je sais pas moi, un formulaire qui s'ouvre sur un bouton, Ouais. c'est quelque chose qui peut être critique en termes justement de référentiel sur les Ouais. formulaires, sur la qualité, sur plein de choses. Donc ouais, ça signifie quand même connaître à peu près tout le sitemap du site et repérer les pages qui pourraient être critiques. C'est ce que j'allais dire. Déjà, la première chose qu'on a quand on va commencer à faire l'échantillonnage, c'est-à-dire à détailler l'échantillon de pages qu'on va auditer et qui va permettre de déterminer le prix de l'audit, c'est généralement, moi je passe par le sitemap.xml qui permet du coup d'avoir quand même une vision sur tous les CPT, etc. Sauf qu'il y a des choses qui peuvent être cachées. Donc il faut quand même échanger avec le client, surtout si on ne connaît pas le site en amont, pour être sûr de ne pas louper des fonctionnalités principales. Et donc, pour continuer dans les pages de l'échantillon, on retrouve généralement la page contact et toute page présentant un processus un peu complexe. Typiquement, si on a une page avec une cartographie des boutiques ou j'en sais rien, c'est des choses qu'il faut ajouter dans l'audit. Donc vraiment, voilà tous les écrans clés en fait, finalement, d'une page. Et bien sûr, pour le site d'accessibilité, on audite aussi la page de déclaration d'accessibilité. Généralement, c'est quelque chose qu'on ajoute du coup en fin d'audit parce que souvent, elle n'existe pas encore quand on commence à faire l'audit. Voilà. Ça, c'est pour les référentiels, en fait, les audits qui portent sur des référentiels. Sur le RGE2A comme sur le RGESN, sachez qu'on dispose d'un kit d'audit qui est disponible. Alors, par exemple, pour le RG2A, c'est disponible sur accessibilité.numérique.gouv.fr. Vous avez un kit d'audit qui est téléchargeable directement, plus un modèle de déclaration de conformité. Ce qui n'empêche pas du tout de produire ses propres documents. Chez nous, chez Whodunit, on a vraiment nos propres documents qui sont stylés exactement comme on veut, avec nos couleurs, etc. Et qui finalement font la même chose, mais voilà, c'est un peu plus personnalisé. Et puis en plus, j'ajoute des éléments dont je vais parler un peu après. Voilà, pour le RG2A, sachez, parce que c'est un référentiel qui est un peu ancien, donc il y a un peu plus d'outils que pour le RGESN, sachez qu'il y a un outil qui est mis à disposition par la DINUM, c'est donc la direction interministérielle du numérique,
c'est l'outil ARA, donc A-R-A, qui est vraiment top. Du coup, Eddy, tu peux le montrer peut-être rapidement à l'écran. C'est un outil en fait que j'utilise beaucoup, en fait qui permet en ligne finalement de faire la conformité, enfin d'évaluer la conformité des critères. On a tous les tests en fait qui sont disponibles à l'affichage et c'est vraiment intéressant. Ça permet de gagner du temps et en plus l'outil est très très bien fait. Donc voilà, Eddy est en train de le montrer. Donc c'est ara.numérique.gouv.fr. Alors peut-être que tu peux montrer juste la slide que j'avais préparée. Ça sera peut-être plus simple parce que là, il faut être connecté. Ouais, il faut créer un compte pour pouvoir y accéder. Donc, c'était la toute première slide. Voilà. Et donc, voilà, on a un outil qui est hyper simple à utiliser. On a un onglet par page de l'échantillon. On saisit toutes les pages de l'échantillon et ensuite, on bascule conforme, non conforme, etc. On peut masquer les critères évalués au fur et à mesure. C'est vraiment super utile. Ça permet de gagner beaucoup de temps et c'est très ça donne même quasiment un aspect ludique à l'audit parce que, voilà, avec des clics, on coche au fur et à mesure. Quand il y a des erreurs, on clique sur erreurs et recommandations. Là, par exemple, sur le critère 1.1, j'ai mis non conforme. On clique sur le panneau se déroule. On peut ajouter du coup les recommandations pour corriger le problème, etc., etc. C'est vraiment voilà, hyper bien foutu. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que systématiquement, je vais exporter ce que ARA, du coup, cet outil, du coup, me fournit. Je vais l'exporter et l'importer dans mon tableur, ce qui me permet du coup de présenter quelque chose avec les couleurs Whodunit et puis aussi de faire des ajustements de présentation, etc. Mais c'est un outil qui peut être utilisé tel quel aussi, sans problème. Voilà, donc ça c'est tous les audits qui portent sur des référentiels. C'est simple, en fait, la méthodologie, c'est de suivre tout simplement la méthodologie du référentiel. Et puis ensuite, on aboutit à la fin à une déclaration de conformité, etc. Ensuite, au niveau des outils utilisés par rapport au pré-audit et au bilan de santé, donc c'était les deux premiers types d'audits que j'ai présentés, où donc de notre côté, les thématiques qu'on va évaluer, c'est WordPress, les thèmes, les extensions, la sécurité générale, les performances, le SEO et la partie RGPD. Généralement, c'est des audits qu'on fait tout simplement depuis un accès back-office. Moi, pour gagner du temps, pour récupérer les données, notamment sur quelles extensions sont à jour, sont pas à jour, etc., je vais directement aller sur l'écran santé du site de WordPress et je vais cliquer sur l'export. Je vais me faire un export et ensuite j'ai créé. Alors, avant, pendant très longtemps, je retravaillais du coup mon export à la main et ensuite je copiais-collais ça dans un tableur. Aujourd'hui, je me suis fait un petit outil qui tout simplement va parser le copier-coller que j'ai fait depuis SiteF, depuis l'écran de santé du site, et qui va me sortir directement mon petit tableau. Voilà, comme ça, j'ai tout de suite mon tableau automatiquement. Bon, c'est un petit outil que j'ai fait en PHP parce que j'en avais marre de faire des copier-coller, mais en copier-coller, ça marche très bien aussi. Donc, santé du site, c'est vraiment en fait l'élément qui va nous remonter plein d'informations importantes. Sur la partie sécurité, il y a pas mal de checks manuels. Vérifier que le endpoint user, par exemple, qui présente le listing des comptes sur le site, du coup, est bien masqué, enfin, est bien indisponible de façon publique, que XML-RPC est fermé, etc. Ce genre de choses, que l'accès WP admin a été modifié. Bref, ça, c'est des checks un petit peu manuels. Sur les performances, on va utiliser Lighthouse, tout simplement. PageSpeed, si vous préférez. Alors, je vais parler un petit peu après des différences entre PageSpeed et Lighthouse. Il y a quand même des différences assez importantes. Mais voilà, j'utilise des outils automatiques. Pareil pour la partie SEO, c'est de l'automatique. De toute façon, on est sur de l'audit bilan, donc on utilise uniquement des critères quantitatifs à ce stade. Et puis sur la partie RGPD, c'est de la navigation sur le site. Voilà, donc ensuite, pour les audits de sécurité, vraiment l'audit annuel de sécurité où on vérifie que le site ne présente pas de problème de sécurité. Là, pour le coup, on reprend les éléments dont je viens de parler qui sont présents déjà dans l'audit de bilan de santé du site. Et puis, on va ajouter des choses un peu plus complexes, plus complètes, on va dire. Par exemple, un scan du thème. Pour ça, moi, j'utilise les outils WordPress en priorité, évidemment, tant qu'à faire. Et donc, j'utilise pour ça l'extension Theme Check que vous pouvez installer sur vos sites, voilà, et qui vous permet d'avoir la même validation des thèmes que celle qui est utilisée pour valider les thèmes sur le repo wordpress.org. Donc, c'est quelque chose d'un peu strict. Typiquement, si vous avez du fonctionnel dans votre thème, comme des register post type pour enregistrer, pour déclarer des types de publications personnalisées, ça va pas passer les checks. Pourquoi? Parce que theme check, du coup, sur le repo, c'est interdit d'ajouter des CPT sur un thème. C'est le rôle des extensions, pas des thèmes. Donc, voilà, il faut savoir aussi fermer les yeux sur certains éléments, mais comme c'est très strict, du coup, ça permet aussi finalement de ne pas louper, d'avoir plein d'informations.
Donc voilà, TempCheck. Par rapport aux extensions sur mesure, alors pour les extensions, sur l'audit de sécurité, on vérifie déjà qu'elles sont à jour. Si elles ne sont pas à jour, on vérifie sur PatchStack pour donc un outil, une base de référence des vulnérabilités WordPress, que l'extension, si elle n'est pas à jour, du coup, n'a pas de faille de sécurité. Et puis, je vais utiliser pour toutes les extensions sur mesure, je vais utiliser un outil qui s'appelle Plugin Check et qui est en fait la même chose que TempCheck, qui est l'outil utilisé par l'équipe de validation des extensions sur le repo WordPress.org et qui permet de faire des vérifications de sécurité automatiques sur les extensions. Et donc, de ce côté-là, ça me permet du coup, avec ces outils, d'avoir pas mal d'informations sur les développements qui ont été réalisés sur le site, etc. J'ajoute à ça, au niveau de l'audit de sécurité, des scans OWASP, avec le top 10 OWASP. Donc, c'est vraiment le top 10 des vulnérabilités les plus courantes, etc. Donc là, c'est des outils automatiques. Par exemple, vous avez SonarCube ou ce genre de choses, qui sont des outils relativement onéreux, pour le coup. Nous, de notre côté, en fait, on profite du fait qu'on utilise ManageWP pour maintenir nos sites et qui propose du coup des scans de ce type. Donc, on les utilise au passage. On fait des checks sur les CSP, donc les Content Security Policy, ce genre de choses. On vérifie aussi sur l'audit de sécurité annuel les pré-prod, par exemple, est-ce qu'elles sont bien, donc les instances, en fait, les copies du site à des fins de développement ou de recettes, pour vérifier que ces copies ne sont pas accessibles publiquement, ce genre de choses, que ce soit bien étanche. Et puis éventuellement, alors ça c'est un peu plus loin et c'est un peu plus onéreux, on peut proposer du pen testing, donc des simulations, des attaques du site simulées pour vérifier qu'il est bien sécurisé, qu'il répond par exemple à une attaque DDoS, ce genre de choses, ou une attaque par exemple en demande de création de compte, ce genre de choses, ou de brute force sur le WP admin. C'est quelque chose qu'on peut proposer. Après, c'est quelque chose de relativement onéreux aussi. Donc voilà, on n'est pas souvent sollicité là-dessus. Sur le pen testing, pour l'instant, il y a plusieurs types de pen testing. Il y a ce qu'on appelle le black box, le white box et le grey box. Black box, ça veut dire que quand vous lancez en fait les simulations, vous n'avez accès à rien, vous ne connaissez pas l'accès admin, etc. Machin. Donc on est vraiment comme un attaquant réel, en situation réelle. Le white box, ça veut dire qu'on a tous les accès et que du coup, on essaye d'attaquer, mais on a les accès à la base, c'est-à-dire qu'on a les informations permettant d'attaquer finalement. Et puis le grey box, c'est un peu entre les deux. On a des accès qui sont disponibles, mais quand on simule, on va simuler en conditions réelles. Voilà, donc ça, c'est des choses un peu plus spécifiques, mais c'est toujours intéressant d'en parler. Voilà, je bascule avec l'audit de performance. Enfin, je termine avec l'audit de performance. De ce côté-là, les outils pour l'audit de performance, c'est plutôt, de mon côté en tout cas, les Web Vitals. Donc, ce qui est plus connu sous le nom de Google Core Web Vitals, mais c'est pas que Google en fait, finalement, qui utilise ces termes. Donc, les Web Vitals, c'est tout ce qui est le LCP, donc Largest Contentful Paint, First Contentful Paint, ce genre de choses. Donc, tous les outils en fait qui sont déterminés. Par exemple, si vous allez sur PageSpeed et que vous demandez une analyse de perf, c'est tout ça qui va vous donner le score Google PageSpeed. Donc, c'est les critères. C'est ce qu'on appelle en français, qui a été traduit en français, les signaux web essentiels. Donc, c'est vraiment en fait les signaux de performance, les critères de performance essentiels pour évaluer votre site. C'est de l'analyse quantitative, de toute façon, ça c'est clair. Après, quand on fait de l'audit de performance, je ne parle pas là d'éco-conception, je parle vraiment de performance, forcément, on est dans la mesure, en fait, quelque part. Donc, on fait du quantitatif, beaucoup de quantitatif. En plus des Web Vitals, alors je vais utiliser deux outils. Moi, j'utilise PageSpeed beaucoup. Il a un intérêt en fait que n'a pas Lighthouse, qui est dans votre navigateur. Donc la différence entre les deux, c'est que PageSpeed, c'est du coup situé sur les serveurs de Google, et Lighthouse, c'est dans votre navigateur, dans Chrome. L'intérêt en fait des deux est très différent. Si vous voulez, en fait, PageSpeed, il va faire des mesures sur le site, mais il va le faire aussi en tenant compte de toutes les personnes qui sont connectées à leur compte Google et qui ont visité le site en question au moment où toutes les personnes qui, en fait, finalement, qui ont visité le site. Ça veut dire qu'on va être sur des analyses, certes quantitatives, mais des analyses de terrain. C'est-à-dire que c'est des remontées, finalement, de ce que les gens voient sur le terrain. Donc, c'est quand même assez intéressant, PageSpeed, pour ça. Alors que Lighthouse, c'est juste votre navigateur. Donc, si vous avez une connexion merdique, si vous êtes en 3G, en partage de connexion 3G, ou au contraire que vous avez une connexion fibre super, ça va changer totalement finalement les mesures.
Donc, il y a une vraie différence entre les deux. Ce que je fais moi de mon côté, c'est que j'utilise. Alors, vous pouvez tout à fait utiliser PageSpeed et pour chaque page que vous avez mis dans votre échantillon de page à tester, bah, vous tapez l'URL et vous allez sur PageSpeed, vous récupérez, vous faites des copier-coller des résultats, etc. Ce que je fais de mon côté, c'est que je passe par l'API PageSpeed qui permet d'obtenir, t'envoies 10 adresses et il te remonte du coup toutes les données en format JSON et j'ai plus qu'à afficher ça dans un tableau et voilà, terminé. Donc, bon, c'est beaucoup plus rapide évidemment. Donc voilà, je reconseille d'utiliser l'API si vous êtes développeur ou développeuse ou si vous avez un dev sous la main, c'est passer par l'API, ça va plus vite. Et puis ensuite, en plus de ça, on va... Ouais. Une question de Frédéric qui nous demandait si on allait mettre une liste de tous les outils mentionnés. Cette vidéo sera rediffusée sur YouTube et même dans les commentaires, on mettra tous les liens. Vous inquiétez pas. Merci Frédéric, ça m'a permis de boire un coup. Et tout ça pour dire que, à côté de ça, pour préparer cette petite intervention, j'ai rédigé un petit document et ça va faire un article sur le site de Whodunit. Donc on en profitera pour lister les outils. Je vois que le temps passe et que je suis à peine au début de ma présentation, comme d'habitude. Donc je vais avancer un peu. Donc bref, on a plein d'outils et ouais, un truc important sur PageSpeed ou Lighthouse, ne vous limitez pas à la page d'accueil parce que finalement c'est tout le site qui nous intéresse. Donc un petit peu comme pour le RG2A ou le RGESN, on va faire notre petite liste de pages de l'échantillon avec une page d'archives, etc., etc. Et ce que j'ajoute maintenant quasi systématiquement, j'ai d'ailleurs une restitution d'audit cet après-midi à 15h justement où j'ai ajouté ça. J'ajoute 2 ou 3 pages du back-office, la page d'accueil, donc le dashboard du back-office, la page de liste des articles ou des pages, peu importe, et puis l'éditeur, bien sûr, Gutenberg ou Elementor s'il y a Elementor, etc. Là, typiquement, dans l'audit dont je fais la restitution à 15h, le site, finalement, globalement, a de très, très bonnes performances en front. En back-office, ça se dégrade un peu. Et dans l'éditeur, c'est horrible. Et c'est-à-dire qu'on a vraiment 8 secondes de temps de chargement. Pourtant, on est sur Gutenberg. Bon, voilà. 8 secondes de temps de chargement, c'est énorme. Et à l'enregistrement, encore plus. Et du coup, l'audit a permis de remonter justement les coupables. C'est-à-dire que quand on est sur la page de l'éditeur, on a plusieurs extensions qui chargent tous leurs scripts, leurs JS, leurs assets, etc. Alors qu'elles ne sont même pas présentes dans l'éditeur. Elles n'interagissent pas avec Gutenberg. Et du coup, c'est des mauvaises pratiques du code de l'extension. Donc, la recommandation derrière, ça va être de désencueil, donc enlever finalement l'ajout de ces scripts quand on est sur la page de l'éditeur. Et effectivement, en termes de performance, ça change tout. Voilà. Alors, du coup, ça c'est bien. On arrive... tiens, si tu peux me montrer la slide suivante, vite fait, Eddy. Ça illustre rapidement le propos, la performance back-office. Voilà, on voit un petit peu ce que je disais. Les performances étaient très bonnes, donc on a tout qui est en vert en front, et puis en back-office, on a tout qui est en rouge. Et en fait, on voit qu'il y a des notifications, qu'il y a des scripts, etc. Qui se chargent dans la page inutilement. Voilà, je vais passer du coup à la suite. Sur l'exploitation concrète, finalement, des... Ah oui, si vous pouvez passer, pardon, juste... Oui, voilà, cette slide. C'est ça, ce que je vous montre ici. C'est pareil sur un audit de performance. Du coup, on a la liste des pages de l'échantillon. Donc là, on est sur un multisite. Du coup, il y avait 3 sites à auditer. Du coup, ensuite, on a la page d'accueil, par exemple, une page type, une page service, la page d'archives, une page de contenu chaud, une page formulaire. En BO, en back-office, on a la liste des pages, donc la page de liste des pages, et puis on a l'éditeur, et donc ça pour chacun des sites du multisite. En face, du coup, j'ai mis la remontée des critères Web Vitals, donc des notes en fait, finalement, et on voit du coup que le score moyen du coup en front est très bon, et qu'en back-office, du coup, on a un score qui est pas bon du tout, et qui est lié en fait finalement à toutes ces dépendances qui chargent plein de choses inutilement. Voilà, pour continuer du coup sur le concret. Ce qu'on propose chez Whodunit, il y a plein d'agences et d'entreprises qui le proposent. Des audits d'accessibilité, on n'a pas attendu Whodunit pour en faire, évidemment. Enfin, encore heureux, parce que ça date d'il y a longtemps quand même, les obligations d'accessibilité. Il y a plein de prestataires qui sont positionnés et qui sont très très sérieux sur le sujet. La spécificité de Whodunit, elle porte sur 2 éléments. Le premier, et le second découlera du premier. Le premier, c'est le fait qu'on est spécialisé WordPress et qu'on n'audite que des sites WordPress. Donc vraiment, c'est une niche. Alors, c'est une niche de 43% part de marché, certes, mais ça reste une niche. On n'audite pas de sites qui ne sont pas sur WordPress. Et de ça découle finalement le deuxième aspect fondamental en fait de notre offre par rapport aux audits,
c'est notre offre de recommandation. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que dire c'est bien ou c'est pas bien, mais on va faire énormément de recommandations. Ça ne veut pas dire que les confrères qui font des audits de façon plus agnostique par rapport à une technologie et qui sont spécialisés uniquement sur l'audit ne font pas de recommandations. Ils en font aussi. Mais nos recommandations vont être appliquées à un contexte spécifique, le contexte de WordPress, de votre site WordPress. C'est-à-dire que je ne vais pas faire les mêmes recommandations à un site qui utilise par exemple Gutenberg et avec des blocs sur mesure, etc. ou un site qui a été monté plutôt en mode low-code avec Elementor. Ça ne sera pas les mêmes recommandations du tout parce qu'on ne pourra pas corriger de la même façon les éléments. Et donc, finalement, je pense que quand les gens achètent du coup un audit chez nous, ils achètent cette expertise-là en fait, en plus du fait d'avoir le site, il est conforme à tel référentiel ou non, quoi. Il y a une différence entre, il y a une différence entre recommandation et solution. Ouais. C'est-à-dire, si tu dis recommandation, faudrait supprimer cette extension, ça peut être une recommandation, mais ça donne pas une solution, en tout cas au client. C'est-à-dire, non, ouais, en fait, tout à fait. la solution, ça pourrait être de remplacer par ça, ou de faire ci, ou de faire ça. C'est peut-être ça aussi, une différence. Si tu veux illustrer ce que tu viens de dire, en donnant un exemple, typiquement, tu fais faire un audit RG2A à un prestataire spécialisé dans les audits d'accessibilité. Ils vont te remonter, par exemple, dans l'échantillon de page, que le critère, par exemple, qui demande d'indiquer les changements de langue dans le texte, quand il y a un changement de langue, il doit être indiqué dans le code source. Ce critère-là, du coup, ils vont te dire, il n'est pas conforme. Pour corriger ça, la recommandation, c'est d'indiquer les changements de langue ou alors de ne pas avoir de changement de langue. Ok, très bien, comment je fais? Et là où, du coup, on essaye d'aller un peu plus loin, c'est qu'on va dire, tu vas... Alors, dans Gutenberg, si tu utilises Gutenberg, tu vas utiliser l'option de formatage qui a été ajoutée l'année dernière dans WordPress, dans Gutenberg, l'option de formatage langue et qui te permet de définir, en fait, de définir les changements de langue dans le code source via un attribut langue. Et du coup, on va expliquer ça, comment faire. Si le site n'utilise pas Gutenberg, on va dire il faut que tu installes telle extension qui va te permettre d'avoir cet attribut langue, par exemple, dans Elementor, etc. Et donc, les recommandations vont être adaptées finalement au contexte du site. Et c'est ça qui fait pour moi la différence et qui est intéressant. De la même façon, par exemple, sur un audit de performance ou RGESN, sur l'éco-conception, si les perfs montrent qu'il y a énormément de requêtes sur le site et que, parce qu'il y a énormément de fichiers, par exemple CSS, qui sont chargés, la recommandation WordPress, mais si vous êtes un minimum spécialiste de ce CMS, c'est pas quelque chose que vous allez trouver complètement fou comme recommandation. Mais ça va être, on va installer par exemple WP Rocket et on va activer tel réglage, le réglage de concaténation des fichiers par exemple. Et donc, en fait, ça peut paraître du coup évident si vous êtes vous-même prestataire et spécialiste WordPress, mais pour le client, ça fait une grosse différence entre il y a trop de requêtes sur ton site, il faut les diminuer, et il y a trop de requêtes sur ton site, il faut les diminuer, il faut installer telle extension et avoir tel réglage activé. Effectivement, il y a une très très grosse différence dans ce qu'on peut faire de l'audit par la suite. Ça m'amène une question, du coup, deux questions. Du coup, c'est déjà, qui peut auditer et est-ce qu'on peut auditer son propre site qu'on a réalisé? Ouais. Alors, qui peut auditer? J'ai envie de dire qu'il faut avoir un minimum d'expertise, c'est sûr. Derrière, d'expérience, on va dire plutôt, les deux en fait d'ailleurs. Derrière, moi, la chose qu'on me remonte souvent, et notamment dans les milieux de l'accessibilité, souvent dans les milieux de l'accessibilité d'ailleurs, c'est attention, vous n'êtes pas un petit peu jugé parti là, c'est-à-dire que JB, tu es directeur d'une technique d'une agence qui fabrique des sites ou qui maintient des sites internet, et tu veux auditer du coup des sites qui sont créés ou maintenus par ton agence. C'est être un peu jugé parti pour le coup. Alors, de ce côté-là, moi j'ai une réponse systématiquement. Oui, on peut auditer un site alors qu'on est prestataire en création de site et en maintenance. Par contre, il faut respecter une certaine déontologie. Au niveau de la déontologie, ce que j'aime bien dire et que je dis au début de toute restitution d'audit, je pense que ma compagne Rachel, qui m'entend souvent faire des restitutions d'audit, doit en avoir marre de cette phrase, tellement elle revient systématiquement, c'est on audite les sites, pas les gens qui l'ont fait. Et pour moi, c'est hyper important. C'est vraiment la base de la déontologie d'auditeur pour moi. C'est que voilà, on n'est pas là pour juger en fait un site directement, on est là pour donner un état des lieux objectif directement. Et quand on audite un site qu'on maintient ou qu'on a créé, etc., ce qu'il faut faire, c'est faire très très attention justement à cette objectivité.
Il faut savoir aussi, enfin, voilà, que plus on va se retrouver dans cette situation-là, plus on va devoir faire des efforts en termes d'objectivation, c'est-à-dire tendre vers l'objectivité. Moi, de mon côté, j'hésite pas à pointer très très fermement toutes les lacunes du site, et y compris si on est fautif de notre côté chez Woodenit. C'est quelque chose qui déjà en fait fait partie de la déontologie. Si vous n'êtes pas capable en fait de faire ça, ne faites pas d'audit. Il vaut mieux pas. En plus, derrière, en fait, c'est pour de vrai, c'est apprécié par les clients. Alors oui, on a des remarques des fois, mais attendez, c'est vous qui le maintenez, ce critère-là, machin. Bah oui, mais justement, l'audit nous a permis de voir qu'il y a une défaillance de ce côté-là. On va la corriger. Il faut admettre, il faut admettre les choses. Il faut en profiter pour faire des retours en interne, pour en discuter en interne, pour s'assurer que ça ne se reproduise pas, etc., etc. Mais il faut le faire dans les règles de l'art. Franchement, un audit sincère sera toujours très, très apprécié. Surtout si ça débouche sur des recommandations et une feuille de route, etc. Moi, je pense que c'est important de bien expliquer la démarche de l'audit. Le fait que c'est une démarche qui est très, très différente en fait, de la démarche de création de site ou de maintenance. On sait que quand on crée un site ou qu'on le maintient, il y a toujours des possibilités que des mauvaises décisions soient prises lors de la maintenance, par exemple, ou lors de la création du site. Parce que dans le contexte du projet, finalement, on a pris cette décision parce qu'on avait un problème de planning, parce que finalement, là, c'est pas la bonne personne qui a été chargée d'arbitrer, par exemple, ce genre de choses. Justement, l'audit, il faut considérer que l'audit est là pour rectifier le tir avant tout, pour identifier le problème avant tout, et puis ensuite pour rectifier le tir. Donc, c'est très précieux. Ensuite, derrière, il y a quelque chose aussi qui est très important parce en ayant fait 250 audits depuis 2017, vous imaginez bien que je me suis retrouvé plusieurs fois dans des situations où il y a un prestataire qui est en charge de la maintenance du site. Le client, ça se passe pas très bien avec le client. Le client souhaite changer de prestataire. Du coup, il vient nous voir ou challenger tout simplement son prestataire. Il vient nous voir, on fait un pré-audit, on remonte tout un tas d'éléments qui vont pas. Et là, le client nous dit, mais attendez, j'ai un prestataire qui est chargé de la maintenance, est-ce que c'est normal? De mon côté, jamais du coup je m'en sers justement pour essayer de justifier du coup notre service par rapport à celui du prestataire ou pour enterrer le prestataire. C'est pas du tout. Alors il y a des clients qui sont demandeurs, mais la plupart du temps c'est pas du tout quelque chose qui est apprécié par les prospects en fait. Cette attitude, cette démarche. Et en plus ça peut ensuite derrière engendrer des réactions. Voilà, on sait pas qui est le prestataire en face. Ça peut être un confrère que vous allez croiser au prochain WordCamp, etc. Il n'y a aucune raison. Vous, ce que vous devez dire, c'est OK, moi, je ne connais pas le contexte. Je ne sais pas pourquoi telle décision a été prise. Je ne sais pas pourquoi telle extension n'a pas été mise à jour. Je ne fais que constater que ça n'a pas été mis à jour. Et voilà, il faut vraiment en fait rester dans cette posture. Ça peut être délicat, mais c'est très important. Et franchement, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout cet aspect déontologie et posture, je vous déconseille de faire de l'audit parce que c'est quelque chose qui va vous arriver très rapidement en fait. On se retrouve très très rapidement dans cette posture un peu délicate, mais qui se gère en gardant son objectivité au maximum. Alors, je sais que tu as plein d'autres choses à dire sur l'audit, JB. Je ferai un article. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Bravo. On vous renvoie vers l'article que JB va rapidement écrire. En fait, il y a déjà tout un fond de prêt. Peut-être juste une question parce que j'ai pas eu le temps non plus. Alors, il y a une question technique de Max. Il dit maintenant que Bcrypt est en place, est-ce qu'il devient nécessaire de modifier l'URL de connexion? Ouais. Alors, Bcrypt, j'en dis 3 mots. Promis, Eddy, c'est juste 3 mots. C'est juste qu'en fait, avant, les mots de passe étaient hachés, donc avec une clé de salage, qui était en MD5. Et c'est un MD5, c'est un algorithme de chiffrement qui est un peu vieux, on va dire, pour le dire gentiment. Et du coup, il a été remplacé par Bcrypt, qui est un algorithme beaucoup plus moderne, qui est vieux aussi, mais plus moderne et surtout beaucoup plus complexe à déchiffrer. Donc ça permet en fait d'augmenter la sécurité des mots de passe, clairement. En revanche, l'accès en fait à l'URL de connexion, pour moi, n'a rien à voir. Bien sûr qu'il faut un bon mot de passe parce que sur une tentative de brute force, ça augmente, ça diminue les risques quand on tombe sur ton mot de passe. Mais là, Bcrypt du coup n'est pas du tout c'est pas lui qui est en jeu. Quand on modifie du coup l'adresse de connexion, c'est surtout pour prévenir les attaques de brute force. Et notamment qui peuvent aboutir à des DDoS, c'est-à-dire qui peuvent faire planter le site, parce que si je lance une attaque en brute force sur ton site avec, par exemple, un dictionnaire de 2 ou 20 millions de mots de passe trouvés sur Internet, je risque de faire tomber ton serveur. Donc,
déjà, l'URL de connexion, on la masque avant tout pour ça, pour éviter d'avoir ce type de problème. Donc voilà, c'est pas directement lié. En tout cas, l'arrivée de Bcrypt est quand même une très bonne chose, hein, dans tous les cas. Parfait. Merci beaucoup, JB. Et donc, rendez-vous sur le site de Whodunit, sur ton site. Enfin, en tout cas, on en parlera sur Oui, parce que LinkedIn, j'ai pas dit le tiers de dans ce ton que je voulais article. dire, donc vous retrouverez ça dans l'article. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer à commenter sur le Ouais, post LinkedIn, à commenter sur la rediffusion sur YouTube, et puis à aller contacter JB si vous voulez sur le Slack pour lui poser des allez, questions. Merci à tous de votre attention. On vous souhaite un bon appétit si vous nous regardez en direct, un bon week-end, et puis à la prochaine. à Ciao. bientôt. Merci.